Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie du 64 minutes. Place à Allons-y Franco, avec comme chaque vendredi l'actualité vue par les médias francophones. Donald Trump étudie activement un achat du Groenland tout en refusant d'exclure l'option militaire pour acquérir ce territoire semi-autonome du Danemark. Les Européens sont-ils désarmés face à Donald Trump? L'Europe a-t-elle les moyens de se défendre seule? Où sommes-nous entrés dans une ère où Washington décide et où les Européens subissent? Pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Laure Jumet, directrice adjointe de la rédaction internationale de Radio France. Merci d'être avec nous. À côté de vous, Stéphane Vernet, vous êtes rédacteur en chef, délégué éditorialiste politique et affaires européennes à Ouest France. Bonsoir. Bienvenue, c'est la première fois qu'on reçoit la presse quotidienne régionale pour Allons-y Franco, donc on est ravis d'avoir votre regard ce soir. Et Raphaël Miro, journaliste indépendant canadien. Vous collaborez notamment avec La Presse et Le Devoir. Merci beaucoup, bonjour. Merci à vous. Alors, lors de son discours annuel prononcé devant les ambassadeurs français, Emmanuel Macron a nettement haussé le ton contre Washington. Il a dénoncé l'agressivité néocoloniale des États-Unis. On l'écoute et on en parle juste après. Les États-Unis sont une puissance établie, mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Nous refusons le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme, mais nous refusons aussi la vassalisation et le défaitisme. Nous voulons être des partenaires forts, faire le maximum de ce qu'on peut, mais quand on s'engage, on est là. On l'a entendu, Emmanuel Macron appelle à refuser le nouvel ordre, le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme. Si Donald Trump tentait une annexion du Groenland, est-ce que l'Europe aurait les moyens de résister ? Écoutez, ça dépend ce que vous, ça dépend comment est-ce que les Européens pourraient réagir. D'un point de vue militaire, je pense que ça n'a pas de sens et ce serait la destruction en fait. Ce serait cataclysmique. Il y a des moyens diplomatiques éventuellement d'intervenir ou des moyens peut-être commerciaux pour faire pression, mais c'est peu de choses par rapport à la volonté de Donald Trump s'il a vraiment décidé d'annexer le Groenland par la voie militaire. Une des réponses peut-être les plus pertinentes, ce serait de prendre acte, si jamais cette chose-là arrivait, ce serait de prendre acte de la fin du traité de l'Atlantique Nord, c'est la fin de l'OTAN. Peut-être le moyen le plus efficace, plutôt que de renvoyer des ambassadeurs ou de s'adresser des messages en disant « nous sommes très courroucés, nous allons réagir avec une grande fermeté et ne rien faire », peut-être que le moyen le plus efficace, ce serait de faire pression, notamment sur les bases américaines qui sont situées en Europe, en limitant leur accès. Après, je ne suis pas sûr qu'on en arrive à ce type d'extrémité. Alors, Jumet, est-ce que vous êtes d'accord? Que peut faire l'Europe concrètement? Est-ce qu'on peut imaginer des sanctions? Alors, je pense, comme mon confrère, que l'option militaire, elle est évoquée, effectivement, mais Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, qui a eu son homologue américain Marco Rubio, semble avoir eu des propos quand même rassurants sur l'option militaire. On sait que Trump est adepte du coup, de l'outrance. Sans doute que là, il force le trait pour effectivement obtenir quand même ce qu'il souhaite, c'est-à-dire l'annexion du Groenland. Il a quand même nommé un envoyé spécial, le gouverneur de Louisiane, qu'il a mandaté pour gérer cette en tout cas, est-ce que l'Europe, elle aussi, peut forcer le trait, s'occuper de cette annexion du Groenland? Donc, c'est vraiment une obsession. Il en parle d'ailleurs depuis 2019. C'est pas une rêverie. Quant à l'Europe, effectivement, elle est un peu désarmée aujourd'hui. On le voit bien. Elle condamne. Emmanuel Macron dit lui-même à ses ambassadeurs, ne soyez pas juste dans la condamnation, mais dans l'action. Donc, il appelle l'Europe à l'action. Mais on voit bien, et je pense qu'on va le détailler, que l'Europe n'a pas forcément les moyens de contrer une Amérique toute puissante. Raphaël Miro, c'est quoi la solution? Aller vers plus d'autonomie stratégique? Il y a une augmentation des dépenses militaires en ce moment en Europe, mais c'est à voir si les populations sont prêtes au sacrifice que ça implique. C'est-à-dire que déjà, on voit que les dépenses militaires qui augmentent, ça veut dire qu'on baisse certaines autres dépenses, des dépenses sociales, des dépenses médicales, etc. Et aussi, on l'a vu quand le chef de l'état-major a déclaré cet automne qu'il faudrait peut-être sacrifier des gens pour le conflit militaire. Les opinions publiques dans les pays européens, et je pense en particulier en France, sont pas du tout prêtes à imaginer qu'on puisse revivre la guerre et que la France puisse s'impliquer directement dans un conflit. Mais comme a dit Laure, la probabilité d'un conflit avec les États-Unis, pour le moment, elle est très probable. Faible. Stéphane Vernet, est-ce que l'Europe doit être capable de se défendre sans les États-Unis?
Alors, mais la question, c'est de se défendre contre qui Vous avez diffusé les propos du chef de l'État tout à l'heure, en fait, qui parlait des États-Unis et qui évoquait le néocolonialisme. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, le problème, on n'a pas de problème avec les États-Unis, on a un problème avec Donald Trump et la politique qu'il développe. Et la politique que développe Donald Trump, il ne faut pas oublier, il faut comprendre qu'elle est loin de faire l'unanimité aux États-Unis. Sur l'intervention au Venezuela, je vous rappelle que Donald Trump avait été élu sur la promesse que les États-Unis ne seraient plus le gendarme du monde, qu'il allait se désengager des actions militaires. Il en a fait comme jamais ses prédécesseurs. Sur l'intervention au Venezuela, vous avez moins d'un tiers des Américains qui approuvent l'intervention militaire au Venezuela. Sur le Groenland, il y a un sondage qui vient de sortir, ou qui est sorti hier, où les Américains en fait approuvent une possible action militaire pour annexer le. Alors non, ils approuvent un éventuel achat du Danemark du Groenland par les États-Unis à 28% seulement. Et quand on leur pose la question, seriez-vous favorable à une intervention militaire pour annexer le Groenland par les États-Unis, les Américains eux-mêmes disent oui à 8%. Donc en fait, il n'a pas de soutien. C'est-à-dire que c'est une politique qui mène. Et quand le chef de l'État, Emmanuel Macron, parle de néocolonialisme et de politique de néo-empire, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est face en fait à trois sphères en fait qui ont cette politique-là, qui sont dans des logiques néocolonialistes et néocoloniales et d'empire: la Chine, la Russie et les États-Unis. La Russie le fait par la guerre, elle le fait depuis des années pour des tas de raisons. Les Chinois le font par le commerce. Et le problème, c'est que Donald Trump, lui, il a une vision hybride des choses. C'est-à-dire qu'il est prêt à le faire à la fois par la guerre commerciale et par la guerre physique militaire. Et ces trois empires conjuguent leurs forces en fait pour faire tomber, pour disloquer ou vassaliser l'Union européenne, pour nous diviser. Donc la meilleure manière de répondre, c'est de rester soudés, unis, de parler d'une seule voix. Encore faudrait-il que nous soyons capables, à l'échelle des 27, de se mettre d'accord sur un certain nombre de principes fondamentaux, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Alain Jumet. Alors, sur le plan de l'Europe de la défense, puisque c'est un peu aussi la question sous-jacente, c'est quid de l'Europe de la défense dont on parle depuis des années. On voit quand même que, et pas seulement grâce à la guerre en Ukraine, entre guillemets, même avant, cette Europe de la défense commençait à se mettre en marche parce qu'il y avait eu le premier mandat de Trump et déjà des critiques assez appuyées contre l'OTAN de la part du président américain de l'époque, donc Trump, le premier mandat. Mais c'est vrai que la guerre en Ukraine, ça a été un accélérateur quand même pour les Européens, pour se dire, bon, là, il faut peut-être qu'on développe plus nos capacités militaires, en tout cas nos dépenses militaires. Et effectivement, on voit que ça se met en place. Par contre, il y a encore beaucoup d'obstacles, et puis ça reste des stratégies très nationales. Donc chacun, effectivement, va consacrer une part de son PIB à la défense. Il y a un engagement global des pays de l'OTAN aujourd'hui de consacrer, à horizon 2035, 3,5% de leur PIB aux dépenses militaires et 1,5% en plus de leur PIB à la sécurité nationale. Donc on voit qu'il y a des engagements. L'Espagne, vous le disiez, pour des questions aussi de politique sociale, n'a pas envie d'aller aussi loin sur les politiques de défense. Bref, il y a encore du chemin à faire. Il y a des industriels européens qui se font eux-mêmes concurrence, des industriels de la défense. On voit qu'on a du mal à avoir des programmes communs de défense, du fait de cette concurrence justement entre États. Donc voilà, encore beaucoup de chemin à accomplir pour une Europe de la défense vraiment efficace. Anne-Laure parle de l'Europe de la défense. Est-ce que la question d'une dissuasion européenne élargie autour de la France, est-ce que ça va devenir une question incontournable ? Une dissuasion européenne, vous voulez dire nucléaire? Où je pense que ça va être compliqué quand même. Parce que est-ce que la France est capable d'étendre son parapluie nucléaire à toute l'Europe? Est-ce qu'on est prêt à se faire vitrifier pour les Allemands, comme disait je ne sais plus quel politicien l'an passé? Je ne sais pas si la France est capable de donner ces garanties-là aux autres pays européens. En tout cas, il en avait parlé, Emmanuel Macron. Oui. Il en a parlé et il doit en reparler en ce début d'année, avec une doctrine nucléaire. Effectivement, il a quand même poussé cette idée de parapluie nucléaire qui serait géré par la France et aussi le Royaume-Uni, qui est l'autre puissance nucléaire en Europe, même s'ils ne sont plus dans l'Union, mais ils sont quand même nos partenaires en Europe. En tout cas, de son côté, Donald Trump, lui, continue de justifier sa volonté de s'emparer du Groenland pour des questions de sécurité nationale. C'est ce qu'il dit, on l'écoute et on en parle juste après. Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale. Et le Danemark ne sera pas en mesure de le faire, je peux vous l'assurer. Savez-vous ce que le Danemark a fait récemment pour renforcer la sécurité au Groenland ? Il a ajouté un traîneau à chiens supplémentaire. C'est vrai, ils ont pensé que c'était une excellente initiative.
Nous avons besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale et l'Union européenne a besoin que nous l'ayons et ils le savent. Les Européens le savent, ça veut presque dire que pour lui c'est acté ? Non, mais ça, c'est le récit de Donald Trump, là, en fait. On est dans du grand guignol. Enfin, excusez-moi, mais voilà. Il faut savoir qu'il y a une base américaine, militaire américaine au Groenland depuis les années 50, depuis 1951. Il y a des accords entre les États-Unis et le Groenland. Donc cet argument de sécurité, il n'est pas valable. Mais si les États-Unis veulent assurer la sécurité du Groenland en disant que le Danemark ne peut pas le faire, ils peuvent très bien passer des accords avec le Danemark pour renforcer leur présence militaire. Pareil sur l'exploitation des terres rares, parce qu'il y a cet enjeu-là, en plus du contrôle de la zone. Voilà. Mais ils ont la possibilité aussi d'exploiter un certain nombre de terres. S'ils ne le font pas pour le moment, c'est parce que aussi le réchauffement climatique n'est pas allé encore assez loin, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà, mais donc en fait, si vous voulez, cette volonté d'avoir un contrôle physique, militaire, une annexion du Groenland, je sais que c'est une obsession américaine. Les Américains en parlent depuis le milieu du 19e siècle. Donald Trump, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, l'évoquait dès le 2019. Mais je pense que là, en fait, on est dans quelque chose de complètement irrationnel. C'est-à-dire que l'objectif affiché par Donald Trump pourrait tout à fait être rempli, assuré, sans avoir à passer par une annexion du Groenland. Et puis cette histoire de traîneau à chien, je vais y arriver, ça n'a aucun sens. Une des dernières annonces du Danemark, c'est qu'ils vont acheter des avions de patrouille pour le Groenland, des avions américains. Donc, voilà. Raphaël, je me tourne vers vous. Du côté des Canadiens, est-ce qu'ils ont peur d'être annexés ? On se souvient, pendant sa campagne, il parlait du 51e État. Il y a un an, quand il a commencé à en parler, on a eu très peur au Canada. Même le premier ministre de l'époque, Justin Trudeau, avait dit en privé qu'il craignait que les États-Unis essaient vraiment d'annexer le Canada. Donc, on ne savait pas trop s'il voulait dire militairement ou commercialement. Depuis, la lubie semble être un peu passée à Donald Trump. Il a dit à des journalistes quand les journalistes lui ont demandé s'il comptait annexer militairement le Canada, il avait dit que c'était peu réaliste. Donc, on avait un peu cessé d'y penser. Et là, quand on voit ce qu'il fait avec le Danemark et le Venezuela... On sait que le Canada, c'est le prochain. Peut-être pas le prochain, mais on commence à se demander s'il ne pourrait pas empiéter sur notre souveraineté à certains endroits. Si le Groenland, c'est important pour lui, que dire des îles canadiennes du Grand Nord? Est-ce qu'il ne pourrait pas faire circuler des bateaux sans nous demander notre permission, étendre la présence militaire américaine dans le Grand Nord canadien sans nous demander notre permission? On ne sait pas, en fait. Parce que finalement, en fait, le Canada, on avait l'air bien en sécurité, mais le Grand Nord canadien, c'est quand même une zone stratégique pour contrôler l'Arctique et c'est très important aux yeux de Donald Trump, ça. Alors, et s'il arrivait à ses fins avec le Groenland, est-ce que ce serait une menace existentielle pour l'OTAN ? Ah oui, clairement. Et d'ailleurs, la première ministre danoise l'a dit. Si il envahit militairement le Groenland, ce serait la fin de tout, a-t-elle dit. Et Giorgia Meloni, la première ministre italienne, aujourd'hui, a dit aussi que ça mettait clairement en péril l'alliance. Et c'est pour ça que, sans doute, on n'arrivera pas à ce scénario. Mais je trouve que ça pose aussi, juste la question de... aujourd'hui, comment Trump voit le monde, comme un grand jeu de société où il place des pions. C'est écrit dans sa stratégie de sécurité nationale. On veut demeurer le pays le plus fort et le plus riche et faire passer nos intérêts en premier. Oui, ça n'a pas l'air de l'arrêter. Dans une interview qu'il a accordée au Donald Trump, il dit « Mon propre jugement, au New York Times, pardon, mon propre jugement, c'est la seule chose qui peut m'arrêter. » Ça veut dire quoi ? Il fait ce qu'il veut ? Oui, en fait, c'est sa morale qui prime, mais la question, c'est a-t-il une morale ? Voilà, donc, excusez-moi, mais le président des États-Unis, aujourd'hui, estime qu'il a été... s'il est président des États-Unis, c'est par la grâce de Dieu, et que donc, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est validé par le Très-Haut. Donc voilà, si vous êtes avec lui, vous êtes dans le camp du bien, si vous êtes contre lui, vous êtes dans le camp du mal. Donc, à partir du moment où vous avez ce type de principe, il agit comme un rouleau compresseur et c'est particulièrement problématique. Moi, sur le Groenland, il ne faut pas oublier aussi qu'il est dans une logique de deal. Ce qu'il peut très bien faire, en fait, c'est mettre une grosse somme d'argent sur la table, ça a été estimé, 3 000 milliards de dollars, etc., en proposant qu'une grosse partie de cet argent aille directement aux habitants du Groenland. Ils sont moins de 60 000, donc ça peut se compter en millions par tête de pipe. Et ça peut être un argument, même si l'écrasante majorité des habitants du Groenland ne veulent surtout pas devenir américains. Ils le disent très clairement aujourd'hui, mais ça peut compter. Et l'autre moyen qu'il a, c'est de faire pression sur l'Europe en faisant du chantage, en disant, écoutez, soit vous me cédez le Groenland, vous me laissez l'acheter, et on reste bons amis, soit vous refusez, et moi je ne verse plus un centime, plus une cartouche aux Ukrainiens dans la guerre qui les oppose aux Russes. Et là, on va avoir un problème, parce qu'il a d'autres moyens de pression réels
que cette espèce d'histoire d'annexion militaire du Groenland, à laquelle moi je ne crois pas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On continuera à en parler sur TV5 Monde. Merci à tous pour cet éclairage.